Allez, on regarde. Moi, je sais que quand je disais je suis en dépression ou je vais pas bien, c'est ouais, c'est normal, c'est l'état de tout le monde en ce moment. Y'a pas en meilleure qualité là? Oui, voilà, merci, respectez-moi. Je me dis, mais j'ai 20 ans, je suis en dépression, mais enfin, qui va me croire? Là, typiquement, je suis en train de consulter en ce moment et c'est 50 € la demi-heure. En fait, c'est pas donné à tout le monde d'aller chez un psy. Dans les quartiers populaires, on parle pas beaucoup de santé mentale. C'est vraiment un oubli collectif français depuis 50 ans. C'est qui le Jean-Michel en cravate là? Je me méfie des Jean-Michel en cravate là. Ferris Barkat. Ce qui l'emmerde le plus. Les gens qui se prennent au sérieux. L'eau froide, les pulls sur les épaules. C'est pas Attal? Non, c'était pas Attal. C'est vrai que... Populaire, on parle pas beaucoup de santé mentale. C'est vraiment un oubli collectif français depuis 50 ans. Vidéo beaucoup plus forte que ta voix. Ah, les Jean-Michel mixeur du son là. Vous avez peut-être raison. Pourquoi ma voix elle est si basse? Pourquoi le limiteur il est si bas? Attendez. Limiteur, pourquoi je l'ai mis là? Est-ce que c'est mieux là? Là c'est mieux non? Là on parle un peu, non? C'est mieux ou pas les gens? Oui, on est d'accord, on dirait Attal. Mais Attal vieux. C'est un peu plus présente. Ok. Bonjour à tous, moi c'est Ferris Barkat, j'ai 21 ans et je m'intéresse à la santé mentale dans ma génération. Après, il a un peu la tête d'un mec qui se prend au sérieux quand même. Après, moi j'ai un avis un peu horrible physiquement. C'est que je trouve que les gens qui ont des commissures des lèvres vers le bas, comme ça, et que du coup on a toujours l'impression qu'ils sont tristes, moi je trouve que c'est dommage pour eux. C'est dommage pour eux parce que t'auras... En fait, quand t'as une tête normale, t'auras toujours une tête un peu... Un peu genre, tu parais triste. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça c'est horrible, hein. Les commissures des lèvres, c'est... Soit t'es bien loti, soit voilà. Et après quand t'en as pas, t'as l'air con. Parce que t'as une bouche comme un poisson. Ça fait un trait limite. Genre tu corresponds à l'emoji... Mais je dis ça parce que... Moi bien évidemment j'ai le meilleur loot en la matière. Hein. D'ailleurs j'ai... Regardez. Moi quand je suis sérieuse, mes commissures de lèvres, elles me font sourire naturellement. Et du coup, j'ai toujours une tête où j'ai l'air un peu moqueuse, un peu espiègle. Moi, je trouve ça bien. Hein. Ça, c'est du loot. Ça, génétiquement, c'est du loot, quand même. Comme certains chiens. Voilà, comme certains chiens. Bon, bref. Force à vous, hein, si vous avez des commissures de lèvres comme ça. Il y a à peu près un jeune sur... C'est horrible. Pourquoi je suis une merde comme ça? Mais en plus, c'est faux. En fait, la nature est si bien faite. La vie est si bien faite que tu trouveras toujours des choses pour te donner tort. C'est-à-dire qu'il y aura des individus qui sont comme ça. Et ça leur ira très bien. Après, genre, la calvitie, c'est dur à défendre. Genre, il y a des gens à qui ça va bien, mais c'est rare que ça aille bien quand même. Ça change Paris. Toujours été comme ça. Hein. 5, d'après Santé publique France, qui souffrent de troubles dépressifs. Un jeune sur 5, c'est une zinzinerie. Et effectivement, on peut parfois avoir l'impression de devenir zinzin, avec le contexte économique, les conflits, les guerres, les pandémies. Tout ça, c'est des facteurs... Mais c'est qui, lui, du coup? C'est un jeune TikToker. TikToker. Il fait des TikToks sur la dépression. Qui participent à ces troubles dépressifs. Ensemble, on va aller interroger des experts, on va aller voir aussi si c'est pas un marqueur social, la santé mentale. On n'est pas tous égaux face à la facilité d'exprimer ses sentiments. On va aller dans mon quartier, on va aller vous poser la question, on va aller faire tout ça. On est parti. Let's go. En vrai, je suis curieuse. Soit le contenu, il est un peu gaze, soit il y a vraiment des trucs qui en ressortent qui peuvent être stylés. Qui se sent pas ouf dans sa vie en ce moment? Genre se sent un peu... pas en dépression, mais t'as capté, un peu dans le même délire. 9 personnes sur 11. Mais bon, ça me paraît normal. Hein.
paraît être un ratio normal. Ok. Du coup, en levant la main, là, les refs, qui est déjà allé? Dans le stream, là. Ah, mais attendez, on va faire le sondage. C'est mon sondage à faire, là. Attends, on se met dedans. Les gens. Vous en êtes où vis-à-vis de la dépression? Dépressif? Moi? Euh... Ok, je vais mettre quoi? Oui, full dépressif, j'avoue. Oui, mais ça va passer tranquille. Je l'ai été, je le suis plus. Qu'est-ce que je peux mettre d'autre? Non, je sais pas vraiment. Voilà, vous avez 3 minutes pour voter en vrai. Je déprime 2 jours sur 4. Le ratio, il est encore mauvais, IS, en vrai. Gros, 2 streams sur 4, 2 jours sur 4. Bon, après, du coup, c'est vraiment 2 streams sur 4 aussi. Plus tendu. Oui, mais je comprends ce que tu veux dire, mais moi, j'ai pas un flux aussi tendu, quoi. Dépressif, moi, lol, ça faisait. Mais du coup, vous dites quoi? Full dépressif, j'avoue. Ah ouais, quand même. Ah ouais. Moi, je me rangerais dans je l'ai. Je l'ai été, je le suis plus. Hein. Il faut être honnête. Hein. Après, vous êtes pas. Ne votez pas ça. Ne m'imitez pas. Votez vraiment. Dépressif, j'avoue, mais ça va passer tranquille. Après, la distinction que j'ai faite, elle est pas vraiment opérante. Parce qu'elle distingue juste les gens qui ont envie qu'on les plaigne et les gens qui ont envie de se dire que ça va s'arrêter. Elle est où la case se défonce pour plus penser? Pour moi, c'est full dépressif, j'avoue. En fait, quand tu empires ta dépression, pour moi, c'est full dépressif, j'avoue. Tu vas dans cette méta-là. En vrai, c'est difficile, il faudrait un entre-deux. Il faudrait toujours des nuances. Hein. Non, mais après, pour moi, dire un peu... Moi en fait, j'ai trop été dépressif dans ma vie pour ne plus... Pour être pétri de réflexes maniaco-dépressifs. C'est-à-dire que je retombe facilement, quand même, moi, dans un état dépressif. Je me laisse tenter. Et dans ces cas-là, j'ai un peu des mécanismes de défense. Où je me dis, ok, là, tu vas pas bien. Là, t'as envie de prendre du temps pour toi. Et bah vas-y. Toi une merde. Mais tu le seras jusqu'à tel moment. Et du coup, je me dis, ok, pendant 2 jours, je suis une merde. Qu'est-ce que je peux faire en étant une merde? J'ai envie de fumer du shit et de jouer à LoL. Ok, go faire ça. Mais dans 2 jours, j'arrête. Le sondage est sombre en vrai. Oui, mais après, il est révélateur. Hein. C'est tout, hein. Il faut accepter que... Voilà, hein. Et c'est pour ça, en fait, j'ai envie d'en reparler ce soir. Parce que je sais que je vais mieux, moi, quand même. Je sais que mon arrivée à Paris, même si elle est un peu déboussolante, elle me fait du bien. Alors, je sais que ma vie, là, sur plein d'aspects qui allaient pas trop, notamment social, j'avais pas non plus tant de potes que ça avec qui sortir, faire la fête et tout. Là, je vais être servi, hein. Entre les awachos, entre les trucs d'IS, les expos chelous et les concerts chelous d'IS, là. Je vais avoir des occasions. Hein. Je suis pas célibataire, là, en ce moment. Bref. Un peu une DA Catherine Morning. C'est-à-dire quoi, ça? Vous êtes hypant de fou. Ah oui, hein. Ah, moi, je vais pas me plaindre. Hein. Moi, de toute façon, moi, je me suis dit, soit je me suicide, soit je dévore la vie. J'ai déjà commencé à la dévorer un peu. Déjà, j'ai dévoré le destin qui m'était attribué d'être un homme. Elle flexe trop. Oui, j'avoue, c'est un peu... Non, j'ai envie de me mettre des claques, du coup. Une petite merde. T'as raison. Ok, j'arrête.
Moi, j'ai déjà commencé à me suicider. Non, mais c'est dur. C'est dur. Non, faux flex. Non, mais je sais pas. Moi, j'étais pas destiné. Et rappel, moi, j'étais une petite grosse, un peu nulle. Quand mes premières années de transition, j'étais une petite grosse un peu nulle, qui a pas réussi à se reconstruire un cercle social et tout, hein. En vrai, Twitch, c'est ce qui m'a beaucoup aidé, hein. Devenir une streameuse, faire des BD, rencontrer des potes. C'est aussi pour ça que je viens à Paris. Pour ça envie que j'ai envie de refaire ma vie à Paris. C'est que j'ai pas beaucoup d'attaches ailleurs, hein, à part la famille. Stream va être dur à tanker. Mais non, tranquille. Vous voulez que je vous montre? Quand les gens ils comprennent pas. Quand je dis que j'étais une petite grosse insécure. Il faut que je vous montre ma tête. Vous allez comprendre le mindset dans lequel j'étais. Stream pleure commun. Oui, bah, on a bien le droit, hein. Des fois, on peut chialer, hein. On peut chialer, s'il vous plaît. Chialer, hein. On a le droit de chialer ou pas? Et on chiale tous ensemble. Oui, je vous propose, on va faire une radio libre et vous avez pas le droit de parler. Juste, vous vous connectez, pleurez et on garde le silence, on vous écoute sangloter, puis quand vous sentez que ça va mieux, vous partez et c'est le suivant. Je trouve il y a un concept un peu. On ferait un stream de 6 heures comme ça. Concept de fou. Ah, peut-être je ferais ce concept-là le jour où je me ferais ban de ma chaîne et que j'irai sur Kick, là. Je ferais ce concept de stream-là, c'est tout ce qui me restera. Est-ce que j'ai une photo de moi, là? À l'époque. Moi, les gens, regardez. J'étais cette petite meuf insecure, un peu bouboule, en début de transition, là. Ça, vous reconnaissez, là, les early meufs trans? Ça, c'est la gueule d'une meuf avec ses insécurités, qui se dit qu'elle est devenue une femme, mais que bon, elle est devenue une petite femme un peu gaze. Enlève. Comment ça, enlève? Je dénigre pour rien. Mais je me dénigre pas, je constate le chemin parcouru. Le chemin parcouru. T'avais l'air v'là vénère. Mais non. T'allais pas bien. Mais oui, bref. De teint les veuches, pas du tout. Transitionné à quel âge? J'ai transitionné à 20 ans, moi. Et là, je vais en avoir 28. Ça fait 8 ans, moi. J'avoue, tous les stades, toutes les problématiques de jeunes meufs trans, c'est fini pour moi. Des fois, c'est un autre monde pour moi. Bref. Et chez le psy. Moi, j'ai vraiment. En fait, c'est pas donné à tout le monde d'aller chez un psy. Il faut avoir les moyens pour aller à un psy et même Oui, merci. genre aller chez un psy, c'est clairement inutile. Ah, moi, je suis d'accord avec elle. Genre, pour moi, le psy, enfin, moi, ça m'a pas servi en tout cas. Après, peut-être ça sert à d'autres gens. Mais j'ai envie de raconter mon histoire là pour les gens qui ont débarqué de chez Dany Arad. Moi, la dernière fois où j'ai été chez le psy, j'ai voulu aller chez un psy un peu cher. Et je me serais dit que ça serait remboursé avec le truc Macron là. Donc j'ai été chez un psy qui coûtait 60 balles la séance. Alors bien évidemment, il m'annonce que finalement le dispositif Macron ne s'applique qu'à moitié. Finalement, ça sera quand même 30 € par séance. Et en plus de ça, faut faire des papiers. Et donc, mes premières séances, ça a été 60 € direct, quoi. Et la deuxième séance, finalement, le mec, il m'a dit « Oh, la carte bleue ne marche pas. Je vais vous envoyer un SMS pour payer. » Et j'ai jamais répondu à son SMS de merde, là. J'ai jamais payé, je suis jamais revenu. Et j'ai plus de nouvelles. Je crois qu'il a compris que ça m'avait saoulé. Mais surtout, il m'a saoulé pour une raison. C'est que moi, j'allais pas bien à cette époque-là. C'est pendant une époque où je streamais, hein. C'était il y a 1 an et demi. Et merci Macron. Non, il faut pas dire merci les gens.
On dit pas merci pour des cacahuètes. Hein. Pour 10 séances de psy remboursées, c'est une honte. Hein. Désolé, hein, ça suffit pas. Hein. Et encore, il a fait ça pendant le Covid, quoi. Il a fallu que le Covid lui arrache ça, lui arrache cette petite mesurette, quoi. Désolé, ça suffit pas, les gens. 12 maintenant? Bah, écoute. Bref. Mais du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, c'est parce que je lui racontais. En fait, je parlais de moi et tout ça. Et à un moment, en fait, je lui avais dit que j'étais trans, donc je lui en parlais un petit peu. Et en fait, je me rendais pas compte à quel point, dans son esprit, il m'a collé énormément le fait d'être trans. À un moment, je dis une phrase où je dis ouais, de toute façon, les gens comme nous, on finit à la rue, quoi, normalement, quoi. La société, elle est pas faite pour nous, quoi. On se casse la gueule, en général, les gens comme nous. Je sors une phrase un peu comme ça, quoi. Voilà, une phrase peut-être pas très rationnelle, mais une phrase un peu de dépressive marginale, là. Et d'un coup, il prend le seum. Il me regarde, il dit ah non, hein, vous pouvez pas dire ça. Hein. Que moi, ma fille, c'est en train de devenir un garçon, là. Voilà, j'ai un jeune garçon à la maison, là, qui prend des hormones, qui change de sexe, comme vous, là. Et vous pouvez pas dire que les gens comme vous, ça finit à la rue. Voilà, vous pouvez pas dire ça, parce que qu'est-ce que ça veut dire de mon enfant, quoi. Et en soi, c'est mignon. C'est mignon de sa part de dire ça. Dans n'importe quel autre contexte, j'aurais trouvé ça mignon. Je me serais dit, ok, je comprends pas trop le sujet, il me dit ça, voilà. Mais la différence, c'est que c'est pas censé me dire ça, gros. En fait, c'est bizarre, ça veut dire, je te parlais même pas spécifiquement de transidentité. Tu m'as remis dans cette case-là, en fait. Ça veut dire que tout ce que je te disais, tu le passais sous le crible de ce que ton propre enfant vivait, et voilà. Voilà pourquoi je me suis barré de ces rendez-vous-là. Et c'était pas mal, hein. Bref. Et en fait, je me suis dit, bah voilà, en fait, le problème, c'est que j'ai une vie qui peut être parfois tellement marginale et tellement hors des clous que communiquer ma dépression ou ce qui va pas dans ma vie, en fait, c'est pas facile. Donc le problème, c'est que, bah, le problème des psys aussi, c'est que si ton psy, il est normal, en fait, il est fait pour les gens avec des problèmes de gens normaux. Tous les psys ne sont pas adaptés à comprendre des problématiques complexes. Pour moi, c'est pour ça que les psychanalystes, c'est une discipline flétrie. Il y avait des choses intéressantes dans la psychanalyse autour des rêves, autour des concepts. Ça a pu être un mouvement intellectuel et un mouvement pseudo-scientifique aussi, mais qui a pu porter ses fruits. Et tout ça, c'est intéressant d'aller lire Jung, même aller lire du Lacan et tout ça. Des fois, Lacan, ça peut être intéressant. Mais leur problème fondamental, c'est que ce sont des bourgeois, ils ont une sociologie particulière, et qu'ils se sont adaptés à être en capacité de régler des problèmes de petits bourgeois. Et du coup, ils te font passer au crible de ce qu'est la petite bourgeoisie et de ce que devraient être les problèmes. C'est-à-dire qu'ils transforment tes problèmes. Ils veulent te faire rentrer dans une case. Et ça, c'est mauvais. Et c'est pour ça que je préfère les psychologues, hein, largement. Parce qu'en fait, les psychologues, quand ils t'écoutent, alors normalement, c'est ce qu'ils sont censés faire, quand ils t'écoutent, ils partent du principe que des fois, ce que tu dis, c'est pas rationnel. Et que tu es dans un état. Et eux, leur but, c'est pas de prendre pour argent comptant tout ce que tu dis en consultation. C'est de cerner un ensemble de changements de comportement. Ça veut dire que, à une séance, ils peuvent avoir conscience que, bah là, t'es un peu dans cet état-là. Ils ont commencé à te cerner. Et que, du coup, ce que tu dis passe par le filtre de cette émotion. Et eux, leur but, c'est d'essayer de t'amener à trouver un équilibre plus sain dans ces différentes émotions qui te font voir le monde avec différentes perspectives. Alors qu'un psychanalyste, qui est très dangereux, je trouve, c'est qu'il va aller chercher, il va essayer de former des ensembles, il va essayer de cartographier un peu vos problèmes, et il va donner des noms à des territoires, un peu, de votre esprit. Il va vraiment donner des noms. Il va vous dire, ah bah ça, c'est votre enfance. Ah bah ça, c'est la perversion. Ah bah ça, c'est tel truc. Et c'est ça qui est dangereux, c'est que, en fait, part du principe que c'est rationnel. Alors que ça ne l'est pas, juste. Vous dites, des fois, vous avez même la moitié de ce qu'on dit à un psy, on finit par le regretter. On finit par le regretter parce qu'on se dit, oh putain, mais j'ai été con à cette séance-là. À cette séance-là, j'ai été con parce que je lui ai raconté un truc, et maintenant, l'image qu'il a de moi, elle me gêne parce que j'ai envie de changer. Et du coup, cette personne-là
a cette image-là de moi un peu, voilà. Mais la différence, c'est que le psy, et c'est là toute sa fonction, hein, c'est pour ça que je dis que c'est certainement pas inutile, c'est que c'est une personne qui est capable d'encaisser ça. Vous le payez pour ça, en fait. Vous le payez pour faire en sorte que, les choses que vous lui avez dites que vous pouvez regretter, bah, c'est entre vous et lui. Alors que si vous demandez un peu l'oreille d'un ami, vous avez l'oreille d'un ami pour parler de vos problèmes. Le problème, c'est que vous n'êtes pas forcément rationnel. Et un ami, il apprend à vous connaître socialement. Donc en fait, vous lui donnez une image de vous, et lui, il n'a pas forcément la capacité de partir du principe que cette image que vous avez donnée de vous à un moment n'est pas quelque chose qui vous définit. Et elle est plutôt définie par le cadre, par le mood, par l'émotion dans laquelle vous étiez à ce moment-là. C'est comme toujours un peu cette peur quand vous êtes en pleine crise de larmes et qu'il y a un ami qui vient et qui dit « Ça va, tu veux parler ?» En fait, vous avez quand même peur parce que vous êtes en mode « Ok, j'ai besoin de parler, certes. Mais est-ce que j'ai envie de lui transmettre cette image de moi là, maintenant? Est-ce que je préfère pas être seul et montrer un meilleur visage de moi-même? Parce que personne n'a envie d'être défini par ces mauvais états en quelque sorte. Voilà, donc je pense la meilleure utilité du psy, elle est là aussi, quoi. Pas besoin de pas être compris. Comment ça, pas besoin de pas être compris? L'importance de l'impact d'un fait sur un psy, image telle que veut te donner, non, j'ai pas compris. Pas le mien, c'est un immigré du Maghreb, il n'a pas la même culture et puis il m'a rassuré car mon état de psychique était causé par mon environnement. Donc c'est réactionnel. Bah voilà, bah c'est un bon psy. Pour moi, c'est déjà la base de ce qui fait un bon psy. C'est qu'il te remet dans un contexte où il te dit t'inquiète, t'as peut-être dit ça, mais je le prends pas pour argent comptant. Alors qu'un psychanalyste analyse tout de suite. En fait, il essaye de vous vendre un remède. Il va vous dire allez parler de problèmes sexuels là, dans votre couple. On peut parler des problèmes sexuels de vos parents. Quel a été votre modèle éducatif? Est-ce qu'il n'y a pas une réponse à trouver? La manière dont vos parents avaient des rapports sexuels. Alors en fait, il ouvre une porte. Et toi, t'es fasciné. Toi, t'es en mode waouh, c'est de la magie. Il va me faire explorer mon esprit. Il va me faire comprendre des choses. Et en fait, la solution serait peut-être dans mon passé. Non, ça, c'est désolé, les gens, mais c'est de la poudre de perlimpinpin. La poudre. Bref. Parler de l'environnement, green flag. Oui. C'est des baisers, les psychanalystes, pire idée. La mienne me faisait du chantage affectif quand je loupais une session. Ah ouais, c'est bizarre. Psychanalyse, c'est un scam. En tout cas, c'est un scam très souvent. Mais il faut en fait, mais comme toute discipline, hein, il faut aller y chercher la part d'ombre et de lumière, hein, comme disait Mani. Il faut aller s'intéresser un peu à ce qu'on fait les psychanalystes. C'est pour ça que c'est intéressant, c'est touchant. Moi, pour m'être intéressé par exemple à Jung, c'est touchant d'aller voir Jung comme un individu, non pas en qui on fonde une parole inattaquable, parfaite sur la psychologie, mais comme un individu qui, lui aussi, en tant qu'être humain, a essayé de trouver des concepts et des réflexions pour se guider, essayer de comprendre son propre esprit et comment il fonctionnait. Et dans ces cas-là, c'est touchant, parce que c'est plus un philosophe qu'un psychanalyste. Et dans ces cas-là, c'est mignon. C'est mignon parce que tu le vois faire des erreurs. Tu le vois avoir des concepts de merde. Alors, par exemple, typiquement, anima, animus et tout ça, c'est éclaté chez Jung. Et après, des fois, tu vois de la lumière. Quand tu vois qu'il te parle de l'ombre dans les rêves, l'ombre, la représentation de sorte alors je sais plus ce que c'est exactement, hein, mais je crois que c'est ça, une sorte d'ombre qui plane de vous-même, une représentation de vous, de ce qui ne va pas chez vous, de ce que vous le déni que vous avez à propos de ce qu'il faut changer chez vous. Et quelque chose qui ressurgit dans les rêves et tout ça, bref. On parle de l'anima et de l'animus. Oui, c'est ça, anima, animus. Ouais. C'est dur, mais je comprends. Pour ma part, j'étudie la psychanalyse et je me dissocie totalement des autres qui font de l'AD. Oui, mais c'est... Il y a des belles choses dans la psychanalyse. Mais je pense que c'est un environnement qui peut être sclérosé par la sociologie, l'argent qui circule, les intérêts économiques qui circulent dans cette population-là, c'est tout. Mais comme beaucoup d'autres choses, hein. Je veux dire, le milieu de la recherche scientifique, c'est pas mieux, hein. La publication dans des revues,
le fait de faire des études à peine terminées, de les publier dans une revue pour faire du clic, pour que ton école te laisse tranquille et pour pouvoir avoir un minimum de moyens pour poursuivre tes recherches. Enfin, je veux dire, il y a aussi un problème de ce point de vue-là. La mienne m'expliquait que payer plus cher faisait partie de l'analyse et me permettait de s'investir. Allez, ça m'a dégoûté. Ta phrase, elle m'a achevé. On reprend. Moi, je trouve, moi vraiment, ce qui m'a aidé, c'est genre être avec mes potes, sortir, tout ça, faire des choses. Et est-ce que vous avez déjà pensé à prendre des médicaments, des trucs qui font... Des drogues, c'est ça? C'est ça que tu veux dire? Parce qu'il y a beaucoup de consommation d'antidépresseurs, d'anxiolytiques et tout en France. Beaucoup de jeunes qui sont en galère de fou. Il y a des jeunes qui se suicident parce que ça devient trop dans leur tête. Est-ce que ça a déjà traversé l'esprit de quelqu'un? Après, je veux pas que ce soit trop profond. Donc ouais, en fait... Ah là, c'est dur, hein. Généralement, les gens vont... À moins d'être vraiment dans un truc très pipou, généralement, les gens, ils préfèrent pas dire que ça a été le cas pour eux, quoi. C'est dur quand même de revenir sur pourquoi on a fait une tentative dessus. Moi, j'en ai fait une, par exemple. Mais c'est dur de revenir un peu là-dessus, quoi. Il faut expliquer tout un contexte, quoi. Sinon... Moi, encore... Oui, trop perso en groupe. Non, mais ça, c'est intéressant, parce que moi, quand j'étais en asso trans, il y avait aussi toute une réflexion sur comment on fait des groupes de parole et comment on fait pour que la parole se libère. Donc, il y avait un peu les gens qui allaient dans le sens de dire que le problème, c'est le dispositif de groupe, donc il faut faire des petits groupes. Et moi, j'étais plutôt de l'avis de dire qu'il faut essayer d'arbitrer des dialogues. Et c'est plus un truc rhétorique, ça veut dire qu'il faut soulever des questions à partir des témoignages de telle manière que tout le monde se sente concerné par le témoignage de l'autre et veuille entrer en contradiction, en débat ou en empathie avec les autres, quoi. Bon, bref, après, ça c'est toute une réflexion sur la pédagogie, quoi. Pensez-vous que le téléphone est responsable d'idées suicidaires et envie de mourir? Non. En fait, c'est comme dire la nourriture est responsable de mon obésité et de mon envie de mourir. D'accord. La nourriture, c'est-à-dire l'idée même d'ingérer des trucs en toi, c'est ça qui te rend obèse. Je crois que tu as grillé une étape là. Qu'est-ce que tu manges? Qu'est-ce que tu ne manges pas? Quels sont tes goûts? Quelles sont tes habitudes? Voilà le problème. C'est un peu bizarre, quoi, ta phrase. C'est pas le téléphone, c'est ce qu'on en fait. C'est le rapport qu'on en a, quoi, bref. Au jour d'aujourd'hui, j'ai beaucoup trop de pression en fonction de mes études et du travail. J'ai déjà essayé de prendre, enfin, j'ai pas déjà, mais je voulais déjà prendre des médicaments pour me calmer. Parce que je stresse, mais vraiment plus à cause de ça. Et j'arrive pas à calmer le stress. Mais voilà, j'ai pas passé le cap. On vient de prendre la température auprès des jeunes de mon quartier et là, on va entendre deux... Wow, après, triste, il y a eu que 2 personnes qui ont parlé dans le groupe, là. Oui. Deux témoignages très forts. Celui de Solène, 21 ans, qui, elle, pour le coup, galère de fou à payer ses séances de psy à 50 € la demi-heure. Et ensuite, celui d'Anaïs, 22 ans, qui, à l'instar de beaucoup de jeunes, est tombé dans la dépression au moment du Covid. On les écoute. Voilà, les gens, vous voyez, des jeuneux comme ça, qui sont en train de se saigner pendant leurs études et tout ça, et qui sont là en mode « Oui, comment je fais pour payer mon psy ?» Tout le monde m'a dit que le psy, c'était la solution si j'allais pas bien, etc. Alors qu'ils auraient pu découvrir Dany et Raz et se payer une place aux Awa Show et avoir toute une soirée à parler à des dépressifs, des gauchistes comme eux, et à pouvoir relate et tout, enfin c'est... Ils ont raison les chercheurs là, c'est vrai, hein, on est moins cher, hein. Il faut le dire, hein, ça veut dire que certes, on est des safe space psychologiques, mais on est moins cher aussi. On ne coûte qu'un abonnement de 4 €. Et en plus, c'est optionnel. Ça va, hein. Il y a vraiment des moments où c'est difficile. Et ouais, que ce soit... Le 28 en vrai, oui les gens, et puis ça sera mon anniversaire. Officiellement, ça sera vraiment mon anniversaire le soir du Zawa Show. J'espère que vous me ferez des cadeaux. En vrai, je serais trop heureuse. Au niveau des études, de la vie perso, il y a des moments où ça va pas et je pense être en plein dedans là en ce moment. Moi, je sais que je me plais pas dans mes études et ça, j'ai mis du temps à le conscientiser et ça m'a fait du mal de le conscientiser. Notamment là, je suis face à, on va dire, 2 échecs dans le sens où je redouble depuis 2 ans la même année. Donc j'ai l'impression d'être dans une boucle infernale où j'arrive pas à m'en sortir et psychologiquement. Ah, les redoublements et tout là, oui, quel enfer.
Moi, ma tentative de suicide, c'était juste après m'être fait virer de mon école, hein. Ça, c'était précis parce que quand tu es étudiant et que tu vis ton premier gros échec d'études, alors tout le monde ne le vit pas déjà, mais quand tu en vis un, là, quand c'est le premier, le monde s'écroule. Tu te dis: «Mais en fait, ça y est, j'ai grillé toutes mes chances». Là, c'était ma chance de m'élever socialement, c'était ma chance de rendre fiers mes parents et là, non, je suis cette merde qui va rentrer vivre au bercail et qui va lire tous les jours de la déception dans les yeux de ses parents. Et les gens, en plus de ça, en plus de la dysphorie, et c'est ça qui m'a poussé aussi. Clairement, hein. C'est couplé au fait de décevoir tous mes proches et d'être dans la merde à nouveau. Logiquement, ça devient difficile de revivre tout ça et d'être toujours dans la même chose, dans la même dynamique. C'est bête à dire, mais je le vis vraiment pas bien de me dire que je suis en dépression. En fait, comme je pense. Let's go, dis le contexte matérialiste. Le contexte matérialiste, c'est une école à 800 balles le mois, que mon père et mon grand-père, en partie, en grande majorité, payaient. Donc c'est un côté de la famille que je connais moins bien, mais qui a plus d'argent que l'autre côté, donc le côté maternel. Et c'est aussi un côté de la famille assez tradicato. Et en fait, ils m'ont fait du chantage quand même à la transition. C'est-à-dire que globalement, c'était soit les études, soit transitionner. Et moi, ça m'a quand même fait pas mal péter un plomb. Et psychologiquement, ça allait pas, donc je ratais des cours, j'étais en retard et tout ça. Et donc, école élitiste dans laquelle j'étais, bah, on a fini par me dire bon, bah, au revoir, quoi. Vous n'êtes pas au niveau. Vous venez pas en cours et tout. Non, au revoir, au revoir. On va prendre quelqu'un d'autre. Et donc, j'ai été viré de cette école comme ça. Et ça a été un mal pour un bien, parce qu'après cette tentative de suicide, ce craquage et tout ça, j'ai commencé une transition. Quelle école? J'étais à Supinfocom Rubica, une école de cinéma d'animation. Mais du coup, après ça, ouais, bah, j'ai commencé ma transition. C'était pas plus mal. Mais par contre, durant ma transition, j'étais très heureuse de devenir une femme. Et ça allait mieux de ce côté-là. Par contre, c'était Bresson pour le reste, hein. Dans ma tête, je me disais: «OK, maintenant t'es une femme, mais t'es rien». OK, t'as voulu être une femme, c'est bien, mais t'es rien là. Là, ce qui t'attend, c'est de faire le trottoir. Voilà ce qui t'attend. J'étais dans cette mentale-là, hein, voilà, c'est tout. Je pense comme des tas de gens, j'ai des tas de préjugés. En fait, je me dis que je suis faible. Je me dis, mais j'ai 20 ans, je suis en dépression, mais qui va me croire? Qu'est-ce qui va se passer? Je me dis, mais est-ce que dans 6 mois, c'est fini? Je comprenais pas trop ce qui se passait. Comment je le gère? Difficilement, surtout qu'avoir un suivi psychologique de nos jours, c'est très très cher. Là, typiquement, je suis en train de consulter en ce moment et c'est 50 € la demi-heure. Donc, c'est une dinguerie. 50 € la demi-heure. En fait, ne serait-ce que dans le dispositif, il y a un problème. Parce que désolé, quand tu vas pas bien et que tu payes 50 € la demi-heure, alors soit tu dépenses sans compter et tu t'en bats les couilles et du coup ça t'affecte pas. Mais la plupart des gens, quand ils font ça, ils se mettent déjà dans un entame. En fait, ils se mettent en stress. C'est censé être un moment où ils sont détendus, mais ils sont en stress parce qu'ils se disent: OK, ça me coûte 50 € là. Là, il faut que j'enchaîne là. Et si le psy, il te met à répondre et il fait une phrase un peu à rallonge, mais à serrer les dents, tu le regardes méchamment. T'es en mode, c'est pas pour toi la séance là. Me parle pas là. C'est horrible. Me parle pas là, j'ai 30 minutes. T'es en train de gagner du temps. Oui, c'est trop du scam. Non, mais c'est trop grave quoi. ça fait un budget. Ah oui, rigole pas. Ouais, non, c'est compliqué. 50 € la demi-heure. Ouais. Au moment où j'étais au plus bas dans ma vie, je me suis pas posé la question. Je me suis dit, je vais voir quelqu'un. Je sais pas comment expliquer, mais il y a un voile qui est tombé sur. Il faut même pas parler des CMP. Non, mais en vrai, sur le CMP, moi, là où je vais un peu relativiser, c'est que quand même les gens. Le CMP, c'est 3 bouts de ficelle qui essayent de tenir ensemble et c'est tenu à la force de personnes qui essayent quand même de se déterre. Alors, il y en a, ils en ont rien à branler et du coup, ça tombe en ruine aussi parce qu'ils en ont rien à branler. Mais le délitement des CMP est lié, comme le monde médical en général, à un manque de subventions cruelles, à une forme de rentabilité aussi, hein. Moi, je vais pas cracher sur le CMP, hein. C'est pas leur faute si ça tourne pas bien. Ça repose sur l'individuel. Problème du camp. Quoi, problème du camp? Je comprends pas. J'ai fait des séances CMP. Moi aussi, j'ai fait des séances CMP. Oui, oui. J'avais passé le concours d'entrée en 97, pas assez de culture graphique classique, histoire de l'art. Bah, Supinfocom. Non, ça existe depuis 97, je savais même pas. Mais moi, à l'époque, ça avait été racheté par Rubica. C'est plus exactement Supinfocom, quoi. Mais très bonne école, hein. Moi, les gens que j'ai rencontrés là-bas, ils étaient très très doués. Les profs, ils étaient très bien.
Et j'ai pas envie de cracher sur l'école en elle-même, parce que c'est plus un gars qui est un fils de pute avec moi et qui a voulu me faire passer un savon et me virer de cette école. Mais sinon, très bonne école, hein. Mais école de Bourges. Attendez, je reviens. Heureux. Heureux. Bon, c'est bien pour ce stream. J'ai du CBD. Ça va me faire plaisir. C'est le mood. Sur mes yeux, vraiment. J'ai vrillé et je me suis dit c'est fini. Je veux plus vivre, je veux plus vivre. Mon médecin traitant m'avait donné des anxiolytiques. Je les ai pris. Pour moi, c'était une tentative de suicide. Tu peux vraiment me tuer avec des anxiolytiques? Ça me paraît un peu beau, ça me paraît un peu bon. Suicide, vraiment, en fait, je prenais les médicaments et je me disais, au bout d'un moment, je vais pas me réveiller. Et j'ai fini par être hospitalisée en clinique psychiatrique pendant 1 mois. Depuis que je suis à l'hôpital psychiatrique, j'ai un nouveau regard sur les pathologies mentales. Mais Et ça, justement, ça m'intéresserait parce que je sais que Modem, elle est beaucoup concernée par ça, là. Ça m'a choqué, je savais pas. Elle a passé 2 ans en hôpital psy, je crois. C'est vrai que j'en parle un jour avec elle parce que moi, je connais pas. Moi, j'ai jamais été en hôpital psy. Pourtant, j'aurais eu des bonnes raisons. Mais au moins, mes parents, ils m'ont toujours tenu à l'écart de ça. Ils savaient que c'était de la merde. Ils voulaient pas m'envoyer là. Ah oui, tu peux. Voilà. Elle en parle en stream. quand j'y suis rentrée, le fait de penser... Ah non, tu peux avec tu peux avec du Doliprane. Il faut combien de Doliprane? Non, après, il faut pas me répondre, hein. Pardon Twitch. On donne pas des conseils aux gens pour se suicider, c'est faux. 14. 10 grammes de paracétamol. Ah ouais. Ça veut dire qu'il faut en manger 10. Faut en manger 10, quoi. Jamais voulu une médoc ou aller en HP. C'est pour ça qu'il n'y a pas de comprimés dans la boîte. Pas beaucoup de comprimés dans la boîte. Ok. Ça détruit le foie. Ok. Ah putain, mais ça doit faire mal de fou, du coup. Ça doit être la pire méthode, hein. Que le foie qui lâche, tu dois bien le sentir. Waouh. Ça doit te... de dire hôpital psychiatrique. Je m'étais dit, les gens ils vont associer ça au fou, ce qui est hyper discriminant, j'ai conscience maintenant pour les différentes personnes qui ont des pathologies. Je me dis quand même, je suis allée en clinique psychiatrique, 2 de mes amis très proches sont allés en clinique psychiatrique. Quasiment tous mes camarades de classe vont voir un psychologue ou un psychiatre. Enfin, je pense qu'il y a vraiment un mal-être. Contagieux, ouais. Je saurais peut-être pas trop expliquer. Moi, en tout cas, je sais qu'il y a, selon moi, et en tout cas dans mon cas personnel, la crise climatique joue beaucoup. Mais aussi, enfin, le retour des conflits, les crises économiques, tout un peu. Enfin, en fait. Après, des fois, ce qui est bien avec les cliniques psychiatriques, c'est que quand tu as des dépressifs, ça leur fait un petit coup de stress. Et des fois, le déclencheur, c'est de faire un petit séjour de 24 heures en psychiatrie. Où, je sais pas moi, tes darons, ils t'envoient en mode allez, allez, tu nous emmerdes là. On en a marre que tu traînes dans ta chambre, va en hôpital psychiatrique, tu te retrouves là-bas. Et là, tu te dis ah bon, il y a des gens, ils sont dans ça là, ils sont dans cette folie là. Moi, avec ma dépression là, de ma rupture amoureuse là, c'est peut-être un peu de la merde en fait. J'en suis pas à étaler mon caca sur les murs et à pisser partout, quoi. Je vais peut-être rentrer chez moi et essayer de me prendre en main. Non, mais après, j'encourage pas du tout ça. Non, mais j'encourage pas ça. Mais des gens, j'en ai connu des gens, ça leur a fait ça, quoi.
fais pas 24 heures en psychiatrie. Bah, si t'es interné volontairement, si. Si. Bref. En fait, Take pas ouf. Oui, c'est pas une take ouf, mais ça arrive. on nous montre juste qu'on n'a pas d'avenir. Je dirais même c'est plutôt ça. Alors même si la parole se libère, parler de dépression pour certains, ça reste toujours un peu un tabou. Ça va bien. On est avec Bader et Ayman. Tu sais, il y a 1 jeune sur 5 qui souffre de troubles dépressifs en France. Et ça, oui, c'est du. Ça, c'est une moyenne, hein. C'est une moyenne. Du coup, là, 1, 2, 3, 4. Il y a quand même un d'entre nous là qui est censé. Dans les quartiers populaires, on parle pas beaucoup de santé mentale parce que C'est vrai qu'on n'en parle pas dans les quartiers. C'est intéressant d'en parler, c'est vrai. c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude. Regardez, même Ilyes, il a de la pudeur. Alors que le mec est streamer et qu'il est un peu gauchiste, il peut parler de ces sujets-là. Et il a de la pudeur, ce gars-là. Peut-être quand il est là à dire oui, je vais pas bien, puis tout de suite il se dit ah ben non, je suis une merde, pourquoi je dis ça, bref. C'est la vulnérabilité. Oui, bah tu te blindes quoi, tant mieux. Arrête Oussem. Wesh, on dirait c'est ton fils. C'est ça qui m'énerve. Et là... on dirait t'es en train... Tant mieux, je l'ai bien éduqué, c'est bien. C'est bien, ça c'est mon fils. Alors, ça, il se plaint pas, c'est bien. Kameto a fait un clip sur ça aujourd'hui du reste. Ah ouais? Ok. Dans les quartiers populaires, on parle pas beaucoup de santé mentale parce que c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de parler, c'est pas une thématique qu'on aborde avec sa famille, peut-être parfois avec ses potes. Moi, je sais que maintenant, ça se réveille de plus en plus, on parle beaucoup de ça parce qu'on a compris que c'était important. Mais c'est vrai qu'aussi parfois on parle pas et on préfère garder ça pour nous. Et c'est normal parce qu'avec tout ce qu'on a, notre génération elle vit, on a été vraiment sollicité psychologiquement. Et on a plein de problèmes et le fait est de savoir que cette stat montre à quel point qu'on a du chemin à faire pour s'aider. Ouais. Ah oui, c'est ça, pas en parler pour se suicider à 40 ans, ça sert à rien. Après, ça c'est plus propre au fait que si jamais t'as un gros blocage dans la vie, genre moi je dis ça typiquement pour le placard LGBT par exemple, c'est sûr que ne jamais en parler, oui, t'as des risques à 40 ans de péter un câble et tout. Et après, des dépressions plus légères, plus profondes à propos du fait d'être pauvre, du fait de pas avoir de thunes, et que ça soit pas non plus un secret que tu gardes, tu vois. Bah, en vrai, ça va, tu t'es pas obligé d'en parler, quoi. Vous faites avis dessin. On ne peut pas regarder ton dessin sur Twitch. Reste avec nous, frérot. Tranquille. C'est ça qui est triste un peu, c'est le fait que ce soit un peu tabou qui fait qu'on peut pas vraiment approfondir les choses dessus et régler les problèmes. C'est que les gens ils ont honte, ils ont peur, une fois qu'ils auront un souci dessus, ben, ils vont commencer à se rétracter, ils vont rester soi-même. Moi je suis totalement d'accord avec. Tu vois, c'est ton cerveau en fait, c'est comme un dictionnaire vide. Si toi tu le remplis, si toi tu écris, si toi tu remplis des mots. N'importe quoi, si tu remplis des mots, pas que tu comprends plus rien après. C'est ça, si tu remplis des mots que toi-même tu connais pas avec une mauvaise définition, bah c'est sûr que ta définition à toi elle sera zigzag, tu vois. Qui veut dire en vrai? En vrai, c'est grave deep, mais tel que c'est dit, on comprend pas. C'est pas clair. Mais moi, je comprends ce qu'il a dit. En gros, il a dit votre tête, c'est comme un dictionnaire, et les mots que vous remplissez dedans, ça dépend de la définition que vous leur donnez. Mais du coup, c'est un peu précis, parce qu'en gros, il dit un truc qui est presque... Tu sais, c'est presque du Derrida. C'est vrai, c'est presque du Derrida. C'est cette idée que mais les mots ont pas le même sens pour tout le monde. Hein. Quand bien même on part du principe qu'il y a des définitions, bah en fait, ils ont pas la même charge. Tu vois? Ils ont pas la même charge affective. Ils veulent pas dire les mêmes choses pour chacun. Et on met pas les mêmes images, les mêmes souvenirs sur chaque mot. Donc en fait, notre perception du réel, elle est tellement radicalement différente les uns des autres. Ça tombe, je dis le mot pizza. Et pour moi, la pizza, ça m'évoque, je sais pas moi, les soirées pizza avec un film, avec les potes. Peut-être que pour vous, là, la pizza, là, c'est... Peut-être il y a un livreur de pizza, il vous a violé, quoi. Peut-être votre daron, il était livreur de pizza et quand il rentrait le soir, il vous frappait avec la pizza, quoi. Et vous mangiez que de la pizza. Et du coup, pour vous, la pizza, ça n'a pas le même sens. Mais donc voilà, c'est un peu... Oui. Et du coup, ce qu'il voulait dire, c'est un peu que... Peut-être que des fois, en étant dépressif, on se nourrit d'une perception mauvaise du monde, triste. Et après, du coup, on donne plus la même définition aux choses. Bref. Laisse Derrida dormir tranquille. Oui, j'avoue, en plus, je connais mal Derrida. J'ai dit que ça me faisait penser à Derrida, mais j'ai jamais lu Derrida pour l'instant. C'est ma grande sœur qui connaît bien Derrida.
Chez moi, pizza rime avec chemsex. Ah d'accord. Et toi, mais Bouti, mais... Ouais, c'est ça mon plaisir de stream mode, c'est que j'ai vu des gens évoluer. J'ai vu Bouti Express à l'ancienne, il y a des gens qui s'en rappellent, hein, sur un stream où tu sais, il postait un message en mode je suis invité à aller dans un club libertin. Je ne sais pas exactement quoi en penser. Je vous donnerai une update. Apparemment, il est allé à son club libertin. Et progressivement, là, sur mon chat, de plus en plus, il est là à balancer des trucs en mode ah ouais, moi j'ai bien baisé et tout ça. Là, il est en mode ah oui, la pizza, c'est le chemsex. Hé, oh, ta vie. Apparemment, t'as du succès, hein. Ça y est, le mec, il fait ah ouais, plusieurs fois par semaine, hein. On va dans les bains chauds, là. Dans la bouteille de lube, hein. Non, mais force à toi, gros. Et si tu... Pas moi qui peux te faire la leçon, hein. Mais bon. Mais oui, si tu kiffes, go, hein. Mais ça me fait rire, du coup, ça me fait rire, bref. J'ai vu que sur les réseaux sociaux, parler de santé mentale, ça commençait à se banaliser. Donc peut-être que c'est le début de quelque chose. Trop bien les saunas libertins, bon après dose, hein. On peut pas dire c'est trop bien. Sympa, mais généralement c'est pas ouf. Qu'est-ce que quoi là? C'est ces gens qui font des TikTok pour chialer? La santé mentale, ça commençait à se banaliser. Donc peut-être que c'est le début de quelque chose. Prends là ce qu'elle dit. J'en peux plus. Pardon, mais ça me fait rigoler. C'est pas bien. C'est pas bien. Peut-être qu'il y en a là, ils sont derrière leur écran comme ça en fait. Mais c'est pas bien. Oui, mais le chial-toc. Le TikTok du chialement là. Désolé, mais bon. Qui regarde ça, hein? Imagine ton kiff, c'est d'aller sur TikTok pour regarder des gens pleurer, quoi. Je veux plus de tout ça. J'en peux plus, je suis fatigué, je veux plus. J'ai demandé à la journaliste Salomé Saké si parler ouvertement de dépression, se filmer en train de pleurer, c'était une mode ou véritablement un appel à l'aide. Je comprends que ce soit quelque chose qui Pourquoi Salomé Saké? Pourquoi elle? puisse étonner, voire déranger quand on voit Force à elle, hein, ça va, je l'aime bien, mais bon. des jeunes qui peut s'apparenter à de la mise en scène sur les réseaux sociaux où ils vont pleurer, ils vont traverser des émotions extrêmement négatives publiquement. En fait, oui, mais en fait, non, ça y est, je l'aime pas. En fait, ça me met presque mal à l'aise que son identité, ça soit qu'on fasse appel à elle comme l'experte des jeunes. Du coup, j'ai pas envie. Pas envie qu'elle me représente, elle. Non, merci, hein. En fait, ça me gêne. En fait, un être humain normal, au bout d'un moment, quand on te contacte pour ça, tu serais en mode oui, bon. Il y a peut-être des gens plus intéressants que moi à contacter, quoi. Pas un côté où c'est un peu fraude. Vous voyez ce que je veux dire? Même des gens plus intéressants. Elle est pas jeune pour moi, elle est déjà vieille dans sa mentale. Oui, pour moi aussi. T'es jeune, toi, Moufette? Oui, en vrai, oui. Peut-être pas la... En fait, peut-être qu'il y a un décalage, parce que pour vous, une personne de 27-28 ans, potentiellement, elle a déjà un gosse, elle est en train de commencer à rembourser un crédit pour une maison, et ça envisage de prendre un chien. Mais déjà, je suis pas hétérosexuel et je suis pas cis. Et j'ai fait une transition à 20 ans, et j'ai mis du temps avant de commencer à profiter de ma vie en tant que femme. J'étais un peu une petite grosse, un peu moche. Donc il y a un côté où je rattrape le temps. Donc il y a un côté où je suis jeune, de par mes envies. J'ai pas envie de me poser dans la vie, moi. Profiter. Bref, donc oui, c'est ça la jeunesse un peu, j'imagine. C'est-à-dire que les jeunes ne trouvent pas la chambre d'écho dont ils auraient besoin dans l'espace public, notamment. Moi, je suis jeune parce que jeune. Toi, t'es jeune, Ilyes, parce que... oui. C'est quand même... T'es encore un peu immature. Des fois, t'as un peu l'immaturité, un peu la fougue immature de la jeunesse. Et c'est ce que j'aime bien chez toi. C'est que des fois, on a envie de t'engueuler. On est en mode, mais il est con. Et en fait, on est en mode, mais... Non, mais c'est pas grave. C'est une belle connerie. C'est une connerie, c'est... On peut pas critiquer ça. C'est une belle connerie. Oui, je fais trop l'ancienne, du coup, ça me fait plaisir. Là, je lui ai dit, reste où t'es. Reste, le petit peu là. Reste où t'es. T'as pas compris.
médiatique et politique. Donc ils trouvent leurs propres espaces. Ah non, regardez, en plus là, il m'insulte pas. Il est en train de s'auto-déprécier. Du coup, je m'en veux. J'aime pas quand il est dans cet état. Arrête, gros. Quand je sro mes relations, immature comme quand je n'ai pas débarrassé ce jour-là la vaisselle et qu'elle m'a regardé avec un regard sombre. Ce jour-là où j'ai voulu baiser, mais elle n'était pas dans le mood. Et... Oula, j'ai sro. Non, bon, demain, on se voit. Hein. On en parlera demain, Elias. Hein. Je veux du soutien psychologique. Demain. Hein. Là, il n'y a pas que toi. Hein. Là, il y a il y a plein de gens. Ensuite, bien sûr, il y a une dimension très personnelle où s'exprimer, c'est aussi pouvoir recevoir du soutien. Ça a fait beaucoup de bien aux jeunes de libérer la parole. Emmène-le à Pigalle. Il n'y a pas de pute à Pigalle, hein, Oussem. Il n'y a pas de pute à Pigalle. Hein. C'est que des... Je vais l'emmener, il y aura que juste un cinéma porno. Ça va lui faire plaisir. Il va être dans une petite cabine avec un porno, là, super. Hein. Sur cette question, et c'était quelque chose de très générationnel. C'est vraiment venu notamment... Il y en a, si Move soit pas naïve. Mais les putes, elles ont été beaucoup repoussées très loin des villes, non? Elles sont en banlieue. Genre, il y a des putes à Pigalle. En tout cas, il y a personne qui fait le trottoir, non? J'imagine que t'es une pute à Paris et que tu fais le trottoir, on t'embarque. Ça va me rappeler que j'ai Sro. Rue Saint-Denis, il y en a. Ah ouais, ok. Vers le cimetière. Ok, bah, je sais pas, je connais mal, moi. Belleville. C'est plus dans les bois, le trottoir. Oui, c'est ça. Non, et puis aujourd'hui, en plus, comment dire, celles qui s'y mettent plus jeunes, en général, il y en a une partie qui fait sur Internet. Hein. Le trottoir, c'est presque un truc d'ancienne. Hein. Cinéma porno, c'est un cinéma porno. J'ai jamais été dans un cinéma porno, ça me dégoûte. En fait, je me dis que je vais rentrer dans une pièce sans le sperme, là. Non, merci. Hein. Quelle idée. Sur TikTok, où on a eu de plus en plus de vidéos de jeunes qui expliquaient que ça n'allait pas bien. On peut retrouver des jeunes qui documentent jour pour jour leur lutte contre l'anxiété, leur lutte contre la dépression. Et les réseaux sociaux, c'est quand même formidable pour une partie de cette génération, et pour une très grande partie de cette génération, c'est que c'est un terrain d'expression très très libre. Oui, c'est vrai. Merci Salomé Saké d'avoir dit que les jeunes allaient sur les réseaux sociaux parce qu'ils c'est pas bien. Merci, experte en jeunesse. C'est donc ça d'être expert. Mais moi aussi, je peux être expert, moi. Ah mon gars, ça va quoi? On fait un petit débrief. En gros, là, on va voir Mathieu Mocor, délégué interministériel chargé de la jeunesse, oui. pour parler de la jeunesse, de la santé mentale. Moi, c'est probablement... Oula, c'est qui lui, là? Le costard cravate, là, attendez, redis. Quoi? On fait un petit débrief. En gros, là, on va voir Mathieu Mocor. Mathieu Mocor. Délégué interministériel chargé de la jeunesse. Macronard, lui. La pute de Macron, ce gars. Il est bizarre, le docu. Oui, il est un peu bizarre, le docu. En fait, on dirait les influenceurs un peu naïfs qui ont essayé de faire un truc un peu politique. Genre, c'est un peu... oui. Époque Léna Situation qui va faire des podcasts chez Macron, là. Pour parler de la jeunesse, de la santé mentale. Bon, après, peut-être qu'il va un peu le contredire. Un peu comme Hugo Décrypte, il va peut-être balancer des scuds, là. Moi, c'est probablement le sujet qui ressort le plus aujourd'hui dans les entretiens que j'ai très régulièrement avec les jeunes en France. Au-delà des chiffres, un jeune sur 5 qui a connu un syndrome dépressif dans l'année, c'est massif. Déjà, il ment. En fait, il préfère dire que quand les gens se plaignent d'être pauvres, c'est parce qu'ils se plaignent d'être tristes. Et du coup, il est en train de dire ça, alors que la plupart du temps, on lui a peut-être dit gros, le crous, là, les repas à 1 euro. Gros, j'ai pas de quoi payer. Il a dit ah oui, je comprends, vous êtes triste, hein. Vous avez besoin de voir un psy. Ah, la Macronie. C'est pour ça que ça leur plaît le sujet de la santé mentale. C'est peut-être parce que c'est un peu dépolitisant. On a longtemps, je pense, implicitement ou explicitement, on s'est longtemps dit il faut savoir souffrir pour grandir, en gros. Et on part du coup d'une situation... Oui, il faut savoir être pauvre et faire la pute pour payer ses études de médecine pour grandir. Super. Pardon. Ah là là. Le minimum étudiant, là. Minimum pour vivre, là. Ce serait bien, ça. 1000 balles, là, pour les étudiants. Qui est une forme de grand vide sur le sujet, mais il y a une mobilisation, le vide, on commence à le remplir.
Et notamment, il y a 2 ans, il y a un dispositif qui a été créé, qui s'appelle Mon Soutien Psy, et qui permet pour les jeunes qui en ont besoin d'avoir accès à 8 sessions de psy gratuites. Voilà, bon bah il va juste vendre sa merde et voilà quoi. Vraiment, il faut pas se contenter de cette mesure, hein. N'oubliez jamais que c'est stressant en fait. C'est quand on vous donne une mesurette, vous oubliez qu'il y a un idéal. L'idéal, c'est quand même de faire bien mieux que ça. N'oubliez pas l'idéal, hein. Effectivement, on a parlé de ce dispositif avec des spécialistes et qui disaient que il faut saluer le mouvement, la dynamique, mais qu'en soi, 8 séances, c'était pas suffisant, que surtout que c'était des séances qui étaient autour d'une demi-heure, que généralement ils font 45 minutes à 1 heure, et qu'en plus, pour le psychologue en libéral, c'était pas assez impayé parce que c'était environ 30 € la séance. Encore une fois, il faut regarder le chemin. Il y a 2 ans, ça n'existait pas, cette possibilité d'avoir un forfait de psychologue gratuitement. Ensuite, on fait le constat. Il y a eu près d'1 million de consultations psy. Je suis pas prêt à parier que si tu mets une sorte de revenu universel de 1 000 € pour les jeunes, tous les studios de résidence étudiants verront leur loyer. Oui, mais bon, ça après, c'est toujours un peu les arguments que tu opposes aux partis politiques quand ils veulent faire une mesure. Et vous avez quand même bien conscience que le but d'un appareil politique qui prend le pouvoir, c'est de faire passer plusieurs mesures dans la société, dans l'économie, qui entre elles se répondent. Bien évidemment que si on veut faire passer un revenu étudiant et qu'il y a la question des loyers qui vont augmenter, dans le même moment, on se pose la question de comment réguler les loyers, quoi. Ça, c'est toujours les arguments un peu bébêtes. En mode, oui, bon après je dis pas que t'es bébête, mais ça me fait penser à ça. Oui, tu te trompes. Tu vas augmenter le SMIC, mais après derrière, est-ce que les autres salaires vont augmenter? Non. C'est donc bête. Il ne faut pas augmenter le SMIC. Mais vous êtes bête ou quoi? On peut réguler bien plus que ça, hein. Bref. A été faite avec ce dispositif, donc il est quand même utilisé. Pareil, c'est déjà le cas. Je me demande là si les étudiants du Crous ils vont retrouver leur logement au même prix qu'au départ. Peut-être que bizarrement le Crous va se dire ah, ça a peut-être pris de la valeur après les JO, regardez. On a quand même passé un coup de balai, il y a moins de cafards. Et les Chinois là qui sont restés dormir, ils ont dit que le lit grinçait mais ça allait. Et du coup ça a de la valeur quoi. On va rajouter 100 €. Spoil le nom. Mais pas assez. Au moins, ils ont remis le prix du billet de métro correct, hein. C'est ça. Après, peut-être qu'ils l'ont augmenté un peu. Est-ce qu'ils l'ont augmenté un peu, les gens? J'ai pas pris le métro depuis, là. Par les jeunes, plus par les personnes plus âgées. Et donc, il faut qu'on l'améliore. L'idée là, c'est pas du tout de dire que les choses marchent bien, sinon on n'aurait pas un jeune sur 5 qui serait dans un état de dépression et une demande très très forte sur le sujet. Mais ça fait des décennies qu'on fait pas assez sur le sujet. Ce qu'on constate... Tu deviens une vraie Parisienne. Ah, arrête là, avec ta secte de merde, là. On dirait je suis chez Raël. Ah, c'est bien, tu deviens l'une des nôtres. Laisse-moi. C'est que je suis moi-même. Je suis un individu. Mais ça fait des décennies qu'on fait pas assez sur le sujet. Ce qu'on constate, c'est que l'état des jeunes ne s'améliore pas. Et donc elle est probablement insuffisante. Et donc il faut qu'on aille encore plus loin. Sur le harcèlement, qui représente quand même une partie importante des causes. Merci Anne Ringside, merci beaucoup pour les 100 bits. J'ai vu que maintenant tu avais le stream, bravo à toi, mais tu es sur le stream, let's go. D'anxiété et de dépression. Ah, du coup, il parle beaucoup, mais c'est vrai, je l'écoute pas beaucoup là. Jeune ne s'améliore pas. Et donc elle est probablement insuffisante. Et donc il faut qu'on aille encore plus loin. Sur le harcèlement, qui représente quand même une partie... Ah ouais, mais non, mais le harcèlement, là, ça a été catastrophique. Leur truc, c'est de mettre des sanctions hyper punitives sur des élèves individuellement. Le problème du harcèlement, il est quand même lié peut-être à l'ambiance scolaire et au fait que les classes soient surchargées, au fait que les élèves, tu les fais venir hyper tôt et tu les fais repartir hyper tard et les heures de colle, ça leur fait avoir une vie infernale. Là. Plein de raisons qui font que le harcèlement existe. Hein. S'en prendre au petit bully, c'est ne pas constater qu'il y a quand même 15 autres personnes dans la classe qui avaient un grand sourire quand le bully était un bully. C'est peut-être ce problème-là qu'il faut régler, non? C'est importante des causes. Après, on peut m'opposer que ça fait un exemple et que du coup, ça peut aider. C'est vrai. Mais pour moi, tu règles pas le problème, en fait. T'attends que les choses arrivent. Ça, c'est comme... En fait, c'est le même discours. C'est ça, je vais faire un parallèle qui est horrible. Hein. Mais c'est comme vis-à-vis de la pédophilie. Les droitards, ils ont le même problème. Ça veut dire qu'ils vont vous dire que c'est horrible, qu'il faut sévir, il faut être intransigeant avec les pédophiles parce que regardez ce qu'ils ont fait aux enfants. Oui, mais à aucun moment, ils se demandent comment tu changes la société pour éviter que les gens passent à l'acte. C'est ça qui...
d'anxiété et de dépression. Franchement, il y a une mobilisation absolue qui est en place depuis la rentrée. Je sais pas si vous savez, le coût de l'État pour les troubles de santé mentale, le prix que ça fait payer à l'État en termes de coûts indirects, de coûts social, à peu près. Non, j'en ai aucune idée, c'est 100 milliards d'euros. L'année 2018, on est à 160. Mais on est convaincu que c'est un investissement social. Mais donc, en fait, c'est un coût. C'est déjà un coût. Ce que je veux dire, c'est que c'est un coût pour l'État, que justement l'investissement va rééquilibrer. C'est-à-dire que c'est pas de l'argent à perte. Mais évidemment qu'il faut davantage de moyens. Si on veut résoudre. En plus, ces connards, quand ils te parlent d'investissement, en fait, ils sont pas clairs. Ils te parlent d'investissement rentable immédiatement. Mais ça veut dire que pour eux, le soin, la santé, l'éducation, c'est pas vraiment un investissement. Par contre, ce qui est un investissement, c'est quand tu achètes des livres scolaires et que immédiatement, tu te retrouves avec des dividendes parce que l'éditeur est coté en bourse. Enfin, bon, voilà, j'ai dit un truc. Voilà, ça, c'est leur investissement. Mais désolé, mais bien soigner les gens psychologiquement, enfin, ça aussi un investissement, quoi. Investir sur le fait que quand les gens iront bien, sont aptes à travailler, fonder un foyer. Durablement le sujet de la santé mentale, il faut aussi qu'on se pose la question des précarités, il faut aussi qu'on se pose la question du rapport aux écrans, il faut aussi qu'on se pose la question de la bienveillance à l'école. Il y a un troisième facteur qui est une inquiétude sur l'avenir. Si on n'est pas sûr du monde et la musique de fond. Let's go, youpi. Dans lequel on va vivre demain, il y a une anxiété nouvelle qui n'existait pas il y a 10 ans. C'est vraiment la responsabilité politique, mais c'est notre responsabilité collective aussi, parce que on sent tous qu'on n'est pas encore au niveau qu'il faudrait sur ce sujet-là. Mais franchement, on a besoin de toutes les forces vives. Sur ce sujet de la santé mentale, moi, je veux surtout pas qu'on se divise. C'est-à-dire que le gouvernement et l'État doivent faire son job. Depuis 3 ans, ça bouge. Est-ce que ça peut bouger encore plus vite et encore plus fort? Probablement. Mais je pense que tout le monde doit s'y mettre. C'est vraiment... S'y mettre. Tu es un homme politique au pouvoir. Toi qui gères les budgets. Tu peux pas dire oui, les choses vont pas assez vite, il faudrait qu'on s'y mette tous. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire le boulanger doit devenir ton psy, le gendarme doit devenir ton psy. C'est quoi le problème? Je comprends pas. Ça veut rien dire. Des macroneries, hein. Encore des macroneries. Un oubli collectif français depuis 50 ans. Comme d'habitude, quand on parle avec des politiques, c'est un peu frustrant. Donc j'ai envie de vous dire, qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est quoi les solutions? Est-ce qu'il faut donner davantage d'argent à l'hôpital public pour faciliter l'accès aux soins psychologiques? Mon parcours psy, c'est un fiasco. D'ailleurs, aujourd'hui, ça ne s'appelle plus mon parcours psy, ça s'appelle mon soutien psy. Hein, ça a changé régulièrement. Ah, merci. Un peu d'opposition. De nom. Donc aujourd'hui, le nom officiel, c'est mon soutien psy. En fait, c'était une manière. Elle a une tête... Elle est froide. Vous voyez ce que je veux dire? Elle est froide physiquement. Elle met une clim. Hein. Elle entre dans une pièce, la pièce se refroidit. Hein. Après, je sais pas, moi, ça donne... C'est pas un défaut. Hein. Ça donne du charisme. Hein. C'est des points de charisme, ça. Hein. De faire de la communication, du marketing pour dire, regardez, nous, on s'intéresse à la santé mentale, notamment... Mais je body shame pas, je trouve que c'est charismatique. De faire de la communication, du marketing pour dire, regardez, nous, on s'intéresse à la santé mentale, notamment à la santé mentale des jeunes, à la suite, justement, du Covid-19 et de cette crise qui a ébranlé la santé psychique des plus jeunes. Donc déjà, les soins psychiques gratuits, c'est pas le gouvernement Macron qui l'a mis en place, ça existe depuis plus de 30 ans en France, grâce à nos services publics, notamment dans les CMP, centres médico-psychologiques, hein, donc c'est l'hôpital public français. Il faudrait aller voir si Macron il a enlevé des investissements pour les CMP. Qu'est-ce qu'il a fait Macron vis-à-vis des CMP? Curieuse un peu. Il n'y a pas des rapports? Donc la population française a accès aux soins psychiques gratuits, hein, ça existe. Ce n'est pas le gouvernement qui l'a mis en place. L'hôpital public va mal, avec des professionnels qui sont beaucoup en burn-out. Donc une personne en souffrance aujourd'hui qui souhaite accéder à ces centres médico-psychologiques va être mise sur liste d'attente pendant parfois plusieurs années. Ridicule. Vraiment débile. Tellement pas cool, frère. Voilà que c'est pas cool, frère. C'est la maladie. Vous vous rendez compte la maladie de notre système? Ça n'a aucun sens. Mais c'est comme les soins dentaires, c'est comme plein de trucs. Mais gros, t'appelles parce que t'as une rage de dents, on te dit rendez-vous dans 6 mois. J'ai conscience que ma rage de dents, soit si elle passe pas en 6 mois, c'est que c'est vraiment grave. Et que justement il faut intervenir tôt. J'en aurais pu en fait. Genre, on pourra parler d'autre chose si tu veux, du temps, de la pluie, du mariage du cousin là, mais plus de la rage de dents. Plus dans 6 mois. Ah attendez.
Un psy avait été boycotté par 87% des 70 000 psychologues. T'as raison. Gabriel a fait des nouvelles annonces. Il souhaite de faire la santé mentale de notre jeunesse une grande cause de l'action gouvernementale. Vraiment, faut se méfier de ce truc du santé mentale, parce que c'est des politiques. Pourquoi nous augmenterons le montant du chèque psy et permettrons aux jeunes d'avoir accès aux psychologues sans ordonnance du médecin? Oui, parce qu'il fallait une ordonnance du médecin, c'est vrai. Quelle idée à la con. Déjà, les trans, ils sont là à se bagarrer pour pas avoir une ordonnance du psy pour aller chez le médecin. En plus, ils imposent ça à tout le monde, là. Oui, parce que c'est un marché, en fait. Oui, parce que ton médecin, il va peut-être prendre 30 balles, quoi. Deuxième piste, et si on ouvrait le RSA aux moins de 25 ans? On serait moins dans la hesse et donc moins vulnérable. On écoute Salomé Saké. Évidemment. Oui, non, mais ça, c'est évident. Oui, il n'y a même pas besoin d'en discuter. Le fait que le RSA soit pas disponible entre les 18 et 25 ans, c'est absurde. Alors que c'est un moment de fragilité précis, en fait. Un moment de fragilité précis où il y a des gens, ils sont mis dehors de chez eux. Ils se démerdent, en fait. Ils sont pas prêts à la vie active. Ils sont pas prêts au... Enfin, genre, oui. Qu'il y a des jeunes qui... Après, c'est le discours qu'on va opposer, c'est pour ne pas les habituer... à la médiocrité. Pour les obliger à se bouger. Ok, oui. Quand tu auras un gamin de 20-25 ans qui meurt d'overdose, là, tu m'expliqueras comment... Bon, bref, allez. Trop triste ce que je raconte. En plus, c'est vrai, récemment, il y a une meuf trans en asso qui est morte d'overdose. Elle avait même pas 30 ans, celle-là. Je savais pas quel âge elle avait mon âge, quoi. Dans des conditions matérielles d'existence qui rendent très difficile le fait d'être en pleine santé mentale. Les jeunes constituent la moitié des files d'attente pour de l'aide alimentaire au Resto du Cœur. Un étudiant sur 5 aujourd'hui dit avoir faim selon une enquête de la FAGE. Les premiers à être licenciés dans les entreprises, ce sont les jeunes. Les premiers à ne pas être embauchés, ce sont les jeunes. Et on sait que ça crée un stress. En France, il y a 330 000 personnes qui dorment à la rue en 2024. Il y a plus de 4 millions de personnes qui sont mal logées et qui vivent dans des logements qui ne sont... Puis en vrai, je suis désolé, par rapport à l'augmentation du nombre de SDF et tout ça, moi j'ai quand même l'impression que c'est quand même beaucoup de jeunes. Hein. Il y en a des vieux SDF. Vous savez, les SDF un peu fétiches, le vieux un peu sympa, qui est grommelant, qu'on retrouve à la porte du carrefour et on finit par le connaître. En fait, aujourd'hui, quand on regarde quand même les SDF, bah, tu vas avoir soit beaucoup de migrants, soit tu vas avoir aussi beaucoup de jeunes, quoi. Les vieux finissent par crever, oui, prématurément en plus. Mais il y a beaucoup de jeunes en fait, oui, c'est effrayant quoi, oui bon. Pas décent. Une mesure qui est souvent proposée par des sociologues de la jeunesse ou par des responsables politiques qui parlent de ces questions, c'est de permettre aux jeunes de toucher le RSA, donc le revenu de solidarité active, qui aujourd'hui n'est quasiment pas accessible aux moins de 25 ans, pour des raisons assez obscures. En réalité, on ne sait pas pourquoi les jeunes... C'est pour ça que ça devrait être un débat ça. Parce que rien que pour que des gens qui soient contre puissent vraiment exprimer sur des plateaux télé, médiatiquement, puissent vraiment donner leur avis, leur vrai avis. Parce qu'on leur demande pas assez leur vrai avis. Je pense que leur vrai avis serait choquant. Justement, leur vrai avis, c'est un peu ce que j'ai dit, je pense. C'est le côté de « Ah, c'est pour pas que les jeunes, ça soit des merdes et tout. » Et il y aurait même des gens qui seraient d'accord avec ça. Mais il y aurait quand même beaucoup de gens choqués. Ça nous ferait du bien d'avoir un peu ce débat. Sont légalement majeurs, ils ont la même responsabilité que des plus de 25 ans, mais ils n'ont pas les mêmes droits, puisqu'ils n'ont pas le droit au RSA. Et ça, c'est pourtant, par définition, un revenu qui est censé permettre, enfin en tout cas un minima social, qui est censé permettre d'éviter de sombrer dans la précarité extrême. Donc ça pourrait par exemple être une mesure. Je vous invite à écouter Frédéric Leroy, qui a tout plaqué suite à la dépression de son fils pour monter un programme de 5 mois pour aider les jeunes. Le concept, c'est simple, faire du sport intensivement pour combattre sa dépression. Mes 3 enfants. Ah, moi, je vais pas dire le contraire, hein. Le sport, ça aide. Après, pas évident de s'y mettre, mais le sport, ça aide. Hein. Je vais pas dire le contraire. A fait une dépression, c'était il y a 3 ans, il avait 20 ans à l'époque. La dépression l'a entraîné dans un cercle qui est un peu vicieux où en fait plus il se sentait mal, moins il bougeait, et moins il bougeait, plus il se sentait mal. Voilà. D'autant que c'était quelqu'un de très sportif. Après, ça aide, mais ça fait pas tout aussi. Moi j'ai une théorie de base par rapport au sport.
J'ai une théorie qui est plus liée à la sédentarité qu'au sport en lui-même. C'est que je pense qu'on est tellement habitué à rester beaucoup chez nous, devant l'écran et tout, que des fois, on n'est plus habitué à avoir une lecture de notre propre corps, où les courbatures, la fatigue physique qu'on a, le côté un peu où ça te démange parce que tu es toujours assis sur une chaise et tout ça. En fait, on a tellement l'habitude que ça soit notre mode de vie, on n'analyse même pas le fait que des fois, notre sensation de frustration et de malaise, elle vient de notre propre corps, elle vient de nos réactions physiques. Oui, voilà, le truc de sédentarité. C'est-à-dire que et en fait, moi, en commençant à faire du sport sérieusement, j'ai cerné à quel point, des fois, j'allais pas bien, je me sentais pas bien, mais c'est parce qu'en fait, j'avais besoin de bouger. Et le fait de bouger m'a fait comprendre que j'étais mieux quand je bougeais. Et en fait, des fois, les gens, ils oublient d'identifier que ce qui fait ils vont pas bien, c'est parce qu'ils bougent pas, quoi. Voilà, après, moi, je pousse pas, je vous pousse pas à aller dans les bras des Basic Fit et tout ça, hein. Moi, le sport que je fais, je le fais beaucoup chez moi. Après, je fais de la boxe et j'aimerais bien reprendre là d'ailleurs. Mais, mais j'ai décidé de le faire de chez moi parce que j'ai pas envie d'aller dans une salle. Ça me casse ça me casse les couilles l'ambiance des salles. Je pense que c'est bien au début quand on apprend. Et moi, ça me va de faire du full body avec des poids de corps là. Ça me va. Faites du sport collectif. Oui, j'avoue, le sport collectif, c'est bien. De la boxe chez toi? Non, justement, de la boxe, pas chez moi. Mais chez moi, je fais de la muscu, hein. J'ai des poids, j'ai une kettlebelt. En regardant un peu dans le détail, en étudiant le sujet, j'ai Pas nécessairement d'accord, après bon. Pourquoi t'es pas d'accord? compris qu'il y avait un vrai enjeu. Il y a des cours de boxe transfert à Paris si jamais. Oui, je sais, mais c'est un peu loin de chez moi. Est-ce que j'ai envie de faire plus d'1 heure et demie de trajet aller-retour pour aller, dans un cours de boxe, transfem? Je sais pas. De rétablissement par l'activité physique. Il y en a à Lille aussi. Oui, le TravZ. J'étais au TravZ. Et donc en fait, l'idée Et là, j'y vais plus parce que je suis plus à Lille. venue de là, de se dire, et si on mettait en place un cercle vertueux? Je bouge, je commence à me sentir mieux, je bouge plus. Alors ça fait 20 ans qu'on a des preuves de l'efficacité de l'activité physique sur la santé mentale, notamment sur la dépression, les troubles anxio-dépressifs. Bah, en fait, oui, c'est ça. Ça veut dire que une fois que vous vous mettez au sport, déjà, vous identifiez un peu mieux vos problèmes puisque vous êtes plus atteint par, des frustrations physiques, corporelles. Donc maintenant, vous cernez mieux vos problèmes parce que vous avez plus d'état, vous avez beaucoup moins d'états psy un peu aléatoires. Et une fois que vous êtes dans une bonne forme physique, c'est sûr que ça aide à prendre en main les problèmes, sérieux de la vie, quoi. Sûr, au moins on a cette petite fierté-là. C'est comme la fierté des gens qui sont en 11. Ils se disent: «Bon, je suis en 11, je suis une merde, je suis en train de perdre mon temps et je vais devoir le rattraper une fois sorti, mais c'est pas grave. Au moins, je fais l'effort et j'ai un beau corps. Je suis en forme dans cette prison. Pas une merde qui tourne en rond». En 11, bah oui, ça les gens ils font du sport aussi, ils ont le temps, ils se font chier, mais au moins ils sont heureux, ils se sentent quand même en forme, quoi. Bref. Il y a des effets physiologiques, c'est-à-dire que l'activité physique va permettre de récupérer plus facilement du stress, permettre de sécréter un certain nombre de neurotransmetteurs qui sont favorables à l'humeur, la sérotonine, les endorphines, le renforcement de l'estime de soi, parce qu'on va avoir une meilleure sentiment de compétence personnelle. Et puis, il y a un effet aussi qui est que quand on pratique l'activité physique, on est distrait des humeurs, enfin des ruminations qui sont assez permanentes pendant la dépression. Donc ça, c'est des aspects psychiques. Et puis, il y a des aspects sociaux. C'est-à-dire que l'activité physique va permettre de rencontrer des gens, de nouer des nouveaux contacts, de se sentir moins seul. Il y a plein de raisons qui sont physiques, psychiques, sociales, et pour lesquelles l'activité physique... Attends, j'ai envie de lire ton message. Je sais pas, lors de mon gros pic de dépression burn-out, je marchais énormément, me forçais à sortir, bouger et danser. Ça me faisait encore plus dissocier d'être vide et dégoûté de tout. Lors de mon gros pic de dépression burn-out, je marchais énormément, me forçais à sortir, bouger et danser. Oui, bah, écoute, c'est peut-être parce que le problème était trop important et que ça suffisait pas. Mais moi, on peut pas cracher sur le fait que ça te permet d'être déjà en forme, en fait. Au moins, tu te laisses pas pourrir. T'es pas dans le lay down and rot des red pill, quoi. C'est déjà ça. C'est déjà ça. T'as déjà cette dignité-là. De te dire que
t'es pas pour autant une merde physiquement. Après, je dis merde physiquement, enfin voilà, c'est relatif. C'est subjectif. Je dis pas qu'il y a des merdes et il y en a qui n'en sont pas. C'est un sentiment de culpabilité quand je dis être une merde physiquement. C'est-à-dire que moi, j'ai décidé que dans la vie, j'avais envie d'être sportive. Donc c'est sûr que si je fais pas du sport pendant une semaine, je me sens comme une merde physique. Pas dire que tout le monde est une merde physique. Ça dépend de chacun. Bref. Je mets des petits trigger warnings quand même. Après bon, c'est plus le fait de me casser de mon taf qui m'a sorti de là. Bah, mon taf était très physique en soi. Ah oui, bah, je peux comprendre. Ouais, c'est pas la même réalité. Moi, j'avoue, je parle de ma réalité de dessinatrice. Qui sort pas beaucoup de chez elle et du coup, qui a besoin du sport comme manière de sentir mon corps, en fait, d'avoir un rapport à mon corps, quoi. Et sinon, je suis juste une âme se contente de textes de 0 et de 1 et de pixels pour vivre, quoi. Je mange des cartes graphiques et voilà, quoi. Et je capte. C'est facile d'avoir un élan positif mental quand t'es dans un élan positif. Bah oui. Bah oui. Retrouver dans le sport ce que tu retrouves pas dans le taf aussi, c'est gratifiant. Oui. Non, mais en fait, ce soir, on va regarder que cette vidéo parce que c'est grave intéressant de discuter là. J'aime bien. Vous aimez bien, vous? Aujourd'hui, on sait qu'il fonctionne très bien pour prévenir et ensuite se rétablir si jamais on a rencontré des problèmes psychiques. Voilà. Ok, on va commencer à marcher, on y va mollo, voilà. Si vers le milieu du parcours vous avez envie de commencer à accélérer, c'est possible. On se retrouve ici. Là, on est à... Ça pour les vieux, ça c'est un lore. Mais en vrai, je trouve que c'est un bon lore. La randonnée pour les vieux dépressifs. Metz au lac Symphonie en fait et j'emmène du coup le groupe de marche, on est une bonne dizaine de personnes. On les emmène marcher pour une séance d'1h15. On a choisi la marche nordique parce qu'en fait ça a été prouvé que un certain nombre d'heures ça améliore la santé mentale. C'est un sport qui est quand même assez doux, c'est vraiment adaptable à tous les niveaux. On a les bâtons qui vont vraiment nous servir en fait à nous pousser vers l'avant. Et du coup, ça va permettre aussi de travailler au niveau du haut du corps, au niveau des abdominaux, du tronc. Comme ça paraît pas très sportif, mais en fait, ça l'est énormément. On l'aura compris, la dépression est un véritable fléau pour nous les jeunes. Les causes sont multiples et les solutions pas tellement. Car pour s'en sortir, il faut se faire aider. Mais comment se faire payer un psy quand on galère à se loger ou à se nourrir? Est-ce qu'il faut ouvrir le RSA aux plus jeunes? Mettre plus d'argent dans l'hôpital public? Bon, bah déjà, là... Bon, après, il finit sur un point de suspension. Tu as le droit de t'engager, hein. Tu as le droit de dire que tu as compris que le problème, c'était le RSA, notamment. Mais la vidéo, du coup, elle me rassure un peu. En vrai, ça va. Après, je la trouve quand même un peu dépolitisante, enfin, dans le sens où... Moi, ça y est, maintenant, j'ai un avis plus de slave, moins de ça, tu vois. Mais ça va. Ça se pose quand même des questions... oui. Pas très anti-psy. Ah oui. Après, il faut pas être anti-psy bébête, quoi. Même les anti-psy, en soi, ils sont pas vraiment anti-psy. Ils sont plus anti-méta-psy. Ils sont contre la méta des psys. Et en soi, ils sont pas anti-psy en tant que idée, tu vois. En attendant, prenez soin de vous, faites attention à votre santé et ne restez surtout pas seul parce que vous ne l'êtes pas. C'est comme quand moi, je dis que je suis un peu anti-art contemporain. C'est faux. Je suis pas anti-art contemporain, j'aime bien. Contre la méta économique et relationnelle de l'art contemporain. Bref. Bon bah cool, hein. Sympa. Et du coup après moi je voulais voir une autre vidéo, mais l'autre vidéo elle fait 40 minutes. J'ai vraiment envie de regarder ça. Et 2h du mat là. En vrai, il faudrait que je fasse une pause et que j'aille demander à mon coloc si c'est trop de bruit. Parce que là c'est la première fois que je stream le soir. Première fois que je stream la nuit. Et là il est là. Et en fait j'ai peur de l'empêcher de dormir. J'ai besoin de savoir si c'est trop fort. Mais la vidéo. Je pense que la dépression, on en sort vraiment, ou alors c'est plus flou. Et pour se guérir, faut se connaître et anticiper notre personnalité dépressive et apprendre à danser sous la pluie. Bah, tu as déjà répondu, hein. Vu que tu as écrit un long message pour expliquer. Tu as déjà les éléments de réponse. Mon avis, tu dois le connaître, non? Moi, mon avis, effectivement, c'est un peu plus ça. Il faut apprendre à se connaître. Il faut apprendre à se laisser respirer.